Ici, afin d'être provocateur en introduction, je me ferai un peu l'avocat du diable. Si, au titre de cette table ronde, je rappelle le titre, quel intérêt les organisations ont-elles à recourir à la médiation, à ce titre, on a mis derrière un point d'interrogation. C'est que les réticences et les interrogations, justement, sur l'intérêt de la médiation restent nombreuses. Elles sont chronophages, elles sont déstructurantes, elles peuvent être déstabilisantes pour les détenteurs de toutes les autorités. Elles reposent sur des bases juridiques parfois considérées par les juristes comme incertaines, et elles aboutissent aussi à des résultats inattendus. Donc les médiations inquiètent encore et inquiètent toujours. Et pourtant, messieurs, dans vos activités respectives, vous constatez qu'elles se développent, vous les avez développées, et vous leur avez fait trouver leur place. Alors, pourquoi ? Effectivement, on m'a demandé d'intervenir, et je remercie Gabriel Planès ainsi que l'ANM qui m'a fait découvrir la médiation. En fait, la dernière fois que je l'avais découvert, c'était il y a 10 ans, et c'était une médiation forcée par un juge qui m'avait dit « si vous ne médiez pas, de toute façon, vous perdrez le procès ». Donc effectivement, ça m'avait un petit peu freiné. C'était une des premières raisons. Alors là, depuis que j'ai découvert, grâce à l'ANM, que c'était un outil merveilleux et fabuleux, j'ai essayé de le faire partager. Et je voulais juste vous dire et vous resituer le contexte dans lequel moi j'interviens, qui est sans doute un terrain de football sans gazon, mais qui normalement, où ça devrait pousser très facilement. Je lis là, j'ai extrait donc d'un rapport du développement durable de notre entreprise, un mot du président qui dit « Depuis son indépendance en 2003, Spivatignol a fondé son projet d'entreprise sur sa capacité à travailler en partenariat. Notre objectif est de créer de la valeur et de la partager avec toutes les parties prenantes, nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs, la société qui nous entoure. » SIC. Donc une fois que j'ai lu ça il y a quelques années, quand je suis rentré dans l'entreprise, je me suis dit, et qu'on m'a parlé de médiation, je crois que tout le monde ici, vous connaissez tous la médiation, on s'est dit c'est facile. Quand on me demande de développer la médiation chez nous, c'est nécessairement facile. Et ça fait 2 ans que j'y suis, et effectivement ça marche. Vous pensiez que j'allais dire le contraire. Alors comment est-ce qu'on a fait ? C'est un petit retour d'expérience que je voulais vous faire pour que la démarche soit en marche. En fait, la première chose, je crois, et quelqu'un l'a dit ce matin dans les intervenants, la première étape, ça a été d'informer. Parce qu'en fait, tout le monde sait ce que c'est que la médiation, mais personne ne sait ce que c'est que la médiation. Donc j'ai eu le droit d'abord de parler aux juristes, ça paraissait normal. Ensuite, j'ai demandé le droit de parler aux opérationnels. Et enfin, j'ai eu le droit de parler au top 10. Alors quand on a eu le top 10, je lui ai expliqué quand même, très rapidement, j'avais 10 minutes et 5 slides, donc je ne pouvais pas tellement me planter normalement. Et donc je leur ai expliqué que c'était surtout un mode de résolution amiable et alternatif, pour pas qu'ils aient peur. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours faire des contentieux, parce que vous savez, dans le BTP, je pense qu'ils aiment ça. Ensuite, la deuxième chose que je leur ai dit, c'est que ce n'est pas nécessairement dans tous les dossiers, mais puisqu'on est intelligent, qu'on cherche à être partenaire et qu'on cherche à le demeurer partenaire, on peut toujours avoir le réflexe de réfléchir à l'opportunité d'y recourir à ce mode de résolution amiable. À partir de là, je crois que ça les a déstressés un petit peu, parce qu'en fait, j'arrivais non pas à leur imposer quelque chose, mais à leur proposer quelque chose simplement, une solution alternative, pour sortir d'une ornière éventuellement quand c'est long, coûteux, et qu'on a éventuellement espéré gagner et qu'on est en train de perdre. Voilà. Donc je leur ai expliqué que la médiation était un processus structuré, que les parties restaient totalement libres de la solution. Ça, je crois qu'il y en a certains qui ont compris que ça leur faisait peur, en fait. Avec l'aide d'un tiers médiateur, et que l'objectif, c'était bien de chercher une solution, non pas en méconnaissance du droit, puisque c'est une des méfiances que vous avez dit, Monsieur le Président, mais en fonction de leurs intérêts respectifs. Donc une fois que j'ai eu posé le débat comme ça et donc donné cette information-là, j'ai pu effectivement passer à la réponse à la question qui est posée dans notre table ronde, qui est quels sont les avantages. Et là, quand j'ai voulu parler des avantages, eh bien j'ai eu une question. On m'a interrompu et on m'a dit « mais c'est qui le médiateur ?» Alors qui est-il ? Qui le nomme ? Quelle est sa mission ? Qui le rémunère ? Enfin bon, tout un tas de choses qui inquiètent beaucoup les dirigeants quand c'est un expert, qu'il y a un juge, est-ce qu'on ne pourrait pas le choisir nous-mêmes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte ? Enfin, vous voyez quoi. J'entendais stratégie ce matin, et là, moi, je leur ai répondu très sincèrement, mais là, je ne vais pas vous le refaire, parce que vous connaissez ça par cœur, c'est pas de problème, un médiateur, c'est quelqu'un qui est formé, qui est neutre, qui est compétent, qui est diligent, qui est impartial. Il est là pour faciliter le dialogue, il est là pour aider les parties à résoudre elles-mêmes leurs différends,
Et vous avez déjà dans la réponse à cette question qui m'était posée beaucoup d'avantages qui étaient présentés aux dirigeants. Et il ne me restait plus donc, à l'époque, je ne sais pas combien il me reste de temps là, mais il ne me restait plus donc que 2 slides. Et là, on m'avait dit, comme mon directeur juridique m'avait dit, mais moi je ne suis jamais passé au COMEX, vous allez vous prendre des baffes. Donc j'avais été voir ceux qui y étaient passés pour savoir ce qu'il fallait dire pour que ça les intéresse, les top 10. Et on m'avait dit, si tu passes au top 10, il faut forcément, c'est pas la télé, hein, si tu passes au top 10, il faut forcément que tu leur parles de chiffres. Ah bon. Donc j'ai cherché des chiffres. Et je me suis aperçu en creusant un peu la question qu'il y avait de véritables économies à faire, évidemment en proposant le processus de médiation. Pour un groupe comme nous qui faisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui avons un volume de bonnes bouteilles, de quelques dossiers contentieux, 700 ou 800 dossiers contentieux qui tournent, hein, eh bien, quand on regarde le temps qu'on y passe, l'argent qu'on dépense un petit peu, enfin qu'on dépense bien sûr à bon escient, avec nos conseils et experts, techniques, juridiques, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être avoir de réduire la durée moyenne, en moyenne de 1 à 2 ans, sachant que notre durée moyenne c'est 4 ans. Il y a des expertises, hein, parce que quand on n'a pas les arguments, il faut les chercher. Il y a aussi donc le règlement amiable. On a un taux, à mon avis, qui actuellement, officiellement, est de 16%. Je suis sûr qu'il est de beaucoup plus, mais c'est simplement qu'on ne connaît pas les règlements amiables qui se font. Et puis, donc d'arriver à 40%, je pense que ça serait un bon objectif. Et puis un enjeu économique global, alors ça c'est ce qu'ils attendaient, l'enjeu économique global, presque 3 millions d'euros quand même. Quand on commence à parler en millions d'euros, on voit des oreilles qui s'ouvrent. Et donc la deuxième chose qui était importante pour moi, c'était de replacer la médiation dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. Là, je savais que je ferais plaisir à mon président. L'ARCOM m'avait dit, hein, si tu as un message qui passe bien avec le président, c'est déjà la moitié du succès. Hein. Et donc là, je leur ai dit, la deuxième chose, c'est qu'on est totalement en phase avec notre message, et avec, que j'espère, qui n'est pas simplement un message, c'est des relations apaisées, et d'être parfaitement en conformité avec les valeurs Spivatignoles, qui sont le partenariat, la création de valeur, et jouer gagnant-gagnant. Donc ça aussi, ça leur a plu. Là, ils ont applaudi. Donc je me suis dit, ça va aller mieux. Et puis là a commencé le début de la difficulté en réalité. Parce que quand j'ai présenté les avantages, à chaque fois que je présentais un avantage, j'avais une question pour me montrer un inconvénient. Alors bon, ça montrait tout à l'heure on parlait de confiance et de méfiance ou de défiance. Donc en fait, ce qu'on a fait pour arriver à évoluer, c'est que je leur ai dit, écoutez, c'est pas ce que je vais vous parler d'avantages, c'est pas les miens, c'est ceux qui résultent des enquêtes qui sont faites, c'est ce qui se passe chez les autres, et puis c'est aussi ce qui résulte de notre propre expérience chez nous, puisque on a créé un groupe. Alors je leur ai expliqué qu'on avait travaillé avec une vingtaine de juristes pendant 1 an et demi, et aussi avec un peu les opérationnels. Et voilà les avantages qui sont ressortis de ce dialogue, hein, pour que vous sachiez ce que les entreprises pensent de la médiation. En synthèse, c'est que c'est un management optimisé des litiges et que ça permet donc le dialogue par la recherche de solutions créatives, le maintien de relations d'affaires pérennes. Alors ça leur a beaucoup plu. Ce que je leur ai rajouté, je crois qu'on doit dépenser pas mal d'argent quand même à créer la relation. Donc je pense que ça serait bien d'éviter de la rompre. Parce que donc on éviterait de perdre cet investissement. Ensuite, il y a la prise en compte des intérêts réciproques. Alors ça aussi, ça leur a beaucoup, beaucoup plu. Qu'on ne soit pas sur une solution de position. Parce qu'évidemment, la difficulté qu'on a dans les procès, c'est la guerre de position. La rapidité, évidemment, la moyenne des médiations, et ça on l'a vécu, c'est plutôt autour de 3 à 6 mois, plutôt que quelques années. Et aussi la maîtrise du choix de la solution. Parce que là, je leur ai vraiment mis en différence le fait que là, c'était une solution qui, si on l'acceptait, elle était vraiment acceptée, elle était partagée, alors que nécessairement, quand on était devant le juge, il tranchait, et que donc, en réalité, on subissait. La majeure partie du temps, comme on gagne, bien sûr, on est toujours très content, mais on ne gagne jamais assez, comme vous le savez. Donc, je leur ai dit, au moins là, on est certain, et le gros avantage aussi pour nous, c'est que derrière, ça permet une exécution de la décision, parce que j'en ai quelques-unes dans mon bureau où je les ai encadrées, je n'ai jamais pu les exécuter. Donc ça a aussi l'avantage, avec la médiation, de trouver des solutions efficaces et qu'on exécute. Et enfin, un élément très important, qui devient de plus en plus important, c'est la confidentialité. Et là aussi, ils avaient un peu oublié que les procès étaient publics. Et que finalement, quand on se retrouve dans la presse, alors
j'entendais le professeur ce matin qui disait que certains jouaient avec ça. Nous, on joue pas du tout avec ça, quoi. C'est-à-dire que moins on nous connaît dans la presse, en tout cas pour ces choses-là, mieux ça vaut, parce qu'il nous semble que quand on associe le nom d'une entreprise, notamment de BTP dans la presse, c'est commencer par dire soit elle a traficoté avec je ne sais lequel maître d'ouvrage public, ou bien qu'elle a fait sauter un immeuble parce qu'elle avait touché une canalisation de gaz. Mais rarement, on vient dire d'une entreprise de travaux publics qu'elle est innovante, qu'elle est créatrice, qu'elle est... voilà. Donc on fait un peu attention à la communication, et je leur ai dit, la médiation, c'est un bon moyen, parce que c'est confidentiel, et que donc c'est vraiment confidentiel, et que si on veut rien produire, si on veut... on n'est pas du tout obligé avec les moyens modernes, on fonctionne avec des PowerPoint, on est tout à fait capable de s'exprimer et de bien s'expliquer avec le partenaire, hein, c'est pas le contradicteur là, c'est forcément le partenaire, et je leur ai montré que c'était parfaitement utile. Ça, c'est tout ce qu'on connaît de la médiation et ce que vous connaissez, et souvent on en le dit. Alors pour moi, il y a d'autres aspects qui ont été très intéressants en découvrant la médiation. Ça m'a permis de travailler avec un groupe de juristes et de recréer une partie de la famille juridique au sein de l'entreprise, et de travailler grâce à certaines personnes qui sont présentes dans la salle, ou de redécouvrir, peut-être que je l'avais un peu oublié, ce qu'était l'intelligence collective. Et ça aussi, je l'ai dit à mes dirigeants, que de travailler ensemble et de retrouver des solutions où on cherchait à apaiser les choses et à trouver des solutions constructives, c'était quand même plus favorable que des dossiers où en fait on s'arc-boutait sur des positions pour, comme on l'a dit ce matin, essayer de mettre à terre l'adversaire. Ensuite, ça nous a aussi permis de développer la notion de management des risques, en considérant que le processus judiciaire était un risque. Et donc à partir de là, on voyait la médiation à la fois comme un mode de prévention et un mode de management du risque judiciaire. Encore une fois, je le redis, la question n'est pas d'aller tout le temps en médiation, mais d'y aller à bon escient. Voilà. Et ça a aussi permis des approches transversales que parfois on oublie un petit peu. Alors ça, je leur ai rappelé quand même la définition de l'entreprise. C'était un groupe d'hommes et de femmes qui avaient un objectif commun, qui était certes de gagner de l'argent, mais de vivre ensemble toute la journée aussi. Et pour tout ça, il fallait que tout le monde, on avait besoin de tout le monde, et qu'il fallait nécessairement travailler tous ensemble, et non pas penser que pour l'opérationnel, on passait un bon dossier à un juriste qui le trouvait tellement bon qu'il le passait à un avocat, qui le trouvait tellement bon qu'il faisait nommer un expert, qui ensuite se retrouvait devant le juge, qui lui tranchait. Et quand le dossier est bon, c'était le dossier de l'opérationnel. Quand il est mauvais, c'était que c'est un mauvais juge. Donc, ce que je voulais dire aussi, et je voulais rajouter, comme on est sur une volonté politique, la plus grande difficulté qu'on a quand même encore aujourd'hui, c'est cette volonté politique. Et donc, parce que je vous ai dit qu'elle était en marche, la démarche, mais elle n'est pas encore évidemment là. On a fait aujourd'hui, en 2-3 ans, on a fait 3 médiations, dont 2 ont fonctionné. C'est dans le bon ratio. Mais c'est peu, je trouve que c'est peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de compléter cette démarche vis-à-vis des juristes? Donc, on les a fait sensibiliser, et ils ont joué des jeux de rôle pour bien percevoir ce qu'était une médiation, hein, toute la partie émotionnelle, parce que ça, c'est pas très facile à faire percevoir dans des écrits. Ensuite, on a travaillé sur des clauses pour mettre en place des clauses de recours. Ça m'a fait passer quelques nuits blanches, parce que moi, je pensais que le plus simple, c'était de recourir de manière obligatoire à la médiation, pour au moins faire un point de passage. Et là, ils m'ont dit, oui, non, mais ça va pas, tu nous as dit que la médiation, c'était la grande liberté. Donc, voilà. Donc, il a fallu trouver un compromis, donc faire une médiation pour écrire la clause. Ensuite, on a développé un espace collaboratif, qui est un petit peu l'idée de la plateforme dont on a parlé ce matin, mais chez nous, évidemment, pour échanger et mettre en commun les retours d'expérience. Et puis, de cela, ça a débouché. Les juristes ont demandé une formation à la négociation raisonnée. Et là, j'ai commencé à me dire que on n'avait pas atteint le Graal, excusez-moi, notre président s'appelle Graal, mais peut-être qu'on commençait à aller dans le bon chemin. Et puis donc la deuxième chose, évidemment, c'est qu'on ne fera pas de la médiation contre les juristes, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc on a choisi de développer le concept du réflexe médiation au travers d'une plaquette vis-à-vis des opérationnels, avec la nécessité et l'appui de la direction communication du groupe, parce qu'on s'est aperçu que la communication, c'était aussi un élément très important qu'on maniait pas forcément facilement, les juristes. Vous devez le voir, je suis pas très à l'aise. Et on a aussi créé une formation au sein de notre académie. On a une académie qui permet de faire passer le savoir. Et donc, on a créé une formation médiation. Pour l'instant, elle a fonctionné qu'une seule fois. Et on intègre maintenant aussi les processus de formation à la négociation raisonnée dans certaines de nos filiales au niveau de l'embauche des jeunes embauchés.
parce que je pense que là aussi, c'est nécessaire de faire passer le message aux plus jeunes. Et on fait pour tous les jeunes embauchés, sur tous les cadres et sur tous les futurs dirigeants. Voilà. Donc, pour conclure, je conclurai sur la devise qui est celle de notre groupe, qui est que le meilleur est à construire. Médiateur Vélib chez Jean-Claude Decaux, est-ce que vous avez dû faire également passer l'idée de la médiation ou est-ce qu'elle était déjà dans la politique et dans l'esprit de la maison? Et à ce moment-là, comment vous avez instauré ce système de médiation et au passage, en quoi consiste-t-il? Alors, tout simplement, effectivement, la médiation chez Decaux, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître paradoxal parce que jusqu'à ce que le groupe Decaux manage les systèmes de vélo en libre-service, les seules relations que Decaux connaissait, c'était les relations inter-entreprises. Le consommateur, le client, la personne individuelle, non, personne ne connaissait. Donc, Decaux se lance dans les systèmes de vélo en libre-service et rencontre des gens qui montent sur les vélos. Alors ça, c'était... Qu'est-ce qu'on en fait? Le premier système qui a ouvert en France, c'est le système de Lyon. Et pour vous dire à quel point le groupe était naïf à ce moment-là, on n'a même pas créé de service client. On n'a même pas créé de call center. On est parti de rien. Tout allait s'autogérer, tout allait aller bien, ça allait être formidable. On a appris sur le terrain. C'est vraiment le pragmatisme. Et chaque jour a apporté sa brique, sa pierre à l'édifice. Jusqu'au moment où on a créé un vrai service client, une vraie direction de la relation clientèle qui a été en fait inaugurée en même temps que l'inauguration de Vélib à Paris, donc en 2007. Et puis on s'est rendu compte que le service marchant très bien, ça faisait sur l'ensemble de la France, alors, Paris plus 11 autres systèmes de vélo en libre-service, ça faisait à peu près 200 000 trajets par jour, et que sur ces 200 000 trajets par jour, il y en avait à peu près 0,03% qui donnaient lieu à un problème technique ou problème relationnel. Ce qui fait que ça a généré à peu près 6 000 conflits potentiels par jour. Alors, chaque conflit ne donne pas lieu évidemment à une réclamation, mais certains conflits donnent lieu à une réclamation. Donc le service réclamation, la direction de la relation clientèle fonctionnait à plein régime, mais en phase d'apprentissage aussi, ce qui fait qu'il y avait un pourcentage non négligeable, que je ne donnerai pas ici par respect pour mes collègues, un pourcentage non négligeable de... alors au début c'était des usagers, puis ils sont devenus des clients, insatisfaits par les réponses qui étaient données par le service réclamation. Et alors que devenaient ces gens-là? Ces clients insatisfaits, ils allaient devant le juge. Et compte tenu du montant des affaires, 150 € pour une caution qui a été transformée en pénalité, on allait directement devant le juge de la juridiction de proximité. Et à l'époque, j'étais juriste. Et c'est donc moi qui allais représenter les intérêts de l'entreprise devant les juridictions de proximité. Alors au début, j'avais plaidé, j'ai été avocat, et j'étais content de me retrouver devant des gens que j'allais massacrer, que j'allais mettre à mort. C'était vraiment ça. Ça a été les 2 ou 3 premières affaires qui sont très bien passées. Et puis après, comme je n'étais pas... C'est le mérite de la franchise. Oui, je vous fais l'historique. Hein. Comme je n'étais pas avocat, je passais évidemment toujours en dernier, parce que les avocats sont les premiers servis devant les tribunaux. Et comme je suis très bavard, vous vous en rendez compte, j'allais rencontrer les clients qui avaient eu un problème. Et donc on discutait pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et puis en arrivant devant le juge, on avait un peu débrouillé l'affaire. Et puis on n'avait plus rien à faire juger parce qu'on s'était dit, il y a peut-être une solution amiable. Donc monsieur le juge, on vient vous voir pour vous dire qu'on ne vient pas devant vous. On va trouver quelque chose. Et puis si on trouve une solution, on vous la communiquera. En fait, ça a été ça l'historique de la médiation chez Decaux. C'est l'entrée en dialogue entre 2 personnes qui, a priori, n'avaient aucune raison de se parler autrement que par juge interposé, qui, se rencontrant, réussissent à élaborer une solution. Et après, je me suis dit, cette procédure, on peut peut-être l'institutionnaliser, donc il faut créer de la médiation. Et alors là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré Michel Astruc, qui est là-bas, j'ai rencontré Gabrielle Planès, qui est là-bas, qui est ma marraine en médiation, parce que c'est elle qui m'a poussé, Michel aussi. J'ai rencontré un certain nombre de médiateurs professionnels, celui de la RATP, celui de la SNCF, Evelyne Canetti d'EDF. Et puis j'ai bâti un projet, et contrairement à M. Chavernos, moi je ne suis pas allé voir les juristes, c'était moi le juriste, donc j'étais facile à convaincre. Je ne suis pas allé voir le service client non plus, je suis allé directement taper à la porte de Jean-Charles Decaux, lui disant « j'ai quelque chose à vous proposer ». Et il m'a écouté.
Première réunion, une deuxième réunion. Après, j'ai eu le droit, évidemment, non pas au COMEX, mais au CODIR. 10 personnes à convaincre, dont certaines n'en avaient strictement rien à faire, sauf la directrice internationale des finances, qui a été conquise tout de suite, comme le président du directoire, comme Jean-Charles Decaux, et qui m'ont dit bâtissez quelque chose, on vous suit. Ça a pris 1 an. J'ai créé les structures. J'ai réussi à obtenir la rédaction d'une charte, parce qu'il était hors de question que je fasse ce métier sans être indépendant. Ça, c'était évident que je ne pouvais pas continuer à avoir un lien de subordination, ça n'était pas possible. Il me fallait aussi un rattachement au plus haut niveau de l'entreprise, et être rattaché à un membre du CODIR qui est directeur finance internationale, c'était à mon avis une garantie d'indépendance, et puis avoir un budget autonome. Donc j'ai réussi à obtenir tout ça, et l'idée ensuite était de se dire comment proposer ça à la mairie de Paris, parce que il y a 12 systèmes de vélos en libre-service qui sont opérés sur la France par Decaux, mais surtout ce Vélib. Et la mairie de Paris n'est pas forcément un interlocuteur facile à gérer. Et j'ai proposé l'idée, elle a été adoptée tout de suite. Donc, je n'ai vraiment pas rencontré de difficultés dans les étapes de création de cette structure de médiation. À tel point que, puisqu'on a affaire à un service public, j'ai réussi à faire introduire dans un avenant qui est en cours de négociation la création d'une structure de médiation pour Vélib. Ça a été adopté en conseil de Paris, et puis on a étendu ça avec le groupe aux autres systèmes de vélos en libre service, simplement les prévenant. Alors, quel intérêt l'entreprise avait-elle, quel intérêt la mairie de Paris avait-elle à créer cette structure de médiation ? Il y avait un service client, il fonctionnait relativement bien, alors ne suffisait-il pas ? Le service juridique, est-ce que le service juridique ne suffisait pas non plus ? Il suffisait de continuer à aller massacrer les clients qui osaient réclamer devant un tribunal. Pourquoi créer une structure tierce, indépendante, et avec un budget autonome ? Parce qu'il faut bien se rendre compte que si vous travaillez dans le monde de l'entreprise, vous savez que l'indépendance, c'est quelque chose qui est quand même particulièrement subjectif en entreprise. Ce qui est essentiel en entreprise, c'est le lien de subordination. Et ça, c'était hors de question. Parce que s'il n'y avait pas cette indépendance, qu'aurait pensé le client qui serait venu voir le médiateur ? Quel aurait été le lien de confiance ? Donc pourquoi créer cette structure ? Je crois qu'à l'origine, il faut bien repenser que lorsqu'on est dans un service public comme celui-là, lorsque les clients arrivent devant le médiateur, ils ont d'abord eu un problème, ce qui les a déjà normalement un peu énervés. Ils sont passés par le service réclamation, qui lui gère les problèmes essentiellement en l'occurrence avec des conditions générales. Donc il applique le droit contractuel, mais il applique le droit. Et c'est assez brutal, c'est blanc ou c'est noir. Chez le service réclamation, chez Vélib, c'est blanc ou c'est noir. Vous n'avez pas de gris clair, vous n'avez pas de blanc cassé. Donc le client arrive devant le médiateur avec des frustrations, le sentiment d'avoir été incompris, le sentiment de ne pas avoir été entendu, le sentiment de s'être heurté à un mur. Et donc, l'intérêt, à mon avis, un des intérêts de la médiation dans un service public comme celui-là, c'est de renouer le dialogue, c'est d'écouter le client, c'est de comprendre ce qui lui est arrivé et surtout de replacer le problème, qui n'est pas qu'un simple problème de perception de pénalité, dans un contexte, afin de trouver une solution avec lui. Et je pense qu'un des premiers intérêts, c'est ça, c'est renouer le dialogue, qui a souvent été interrompu, écouter le client et trouver une solution avec lui. C'est bien évidemment reprendre, un deuxième intérêt, c'est de reprendre les données du problème en les regardant avec des angles d'observation tout à fait différents, d'un service réclamation par exemple. Il y a toujours évidemment la notion de droit, puisqu'un médiateur institutionnel comme je suis émet un avis à la fin de la procédure entre guillemets d'instruction. Donc le droit est important, mais il y a aussi l'équité. C'est pour ça qu'un médiateur prend en compte les circonstances qui entourent le problème. Et puis il y a même l'opportunité, parce que vous n'allez pas forcément avoir le même avis avec un client qui est fidèle à l'entreprise depuis 4, 5, 6 ans et qui a fait qui a rencontré un problème du fait peut-être d'un moment de distraction, ou quelqu'un qui volontairement a abandonné son vélo sur le trottoir parce qu'il n'avait strictement rien à faire d'avoir ce vélo entre les mains. Un troisième intérêt peut-être, et là je plaide contre le juriste que j'ai été et que je ne suis plus, c'est d'éviter une procédure judiciaire. Procédure judiciaire, en l'occurrence, dans le service public pour lequel je suis médiateur,
les montants sont de 150 € maximum. Alors, aller devant un juge pour 150 €, c'est chronophage, ça coûte cher. Certains clients se faisaient même représenter par des avocats, donc des coûts en plus. Non, il y avait tout intérêt, justement, à ne pas avoir mettre en place cette procédure judiciaire et de trouver un mode alternatif de règlement. Et puis, un des intérêts qu'on ne trouve pas devant la justice, c'est de bâtir la solution avec le client. Après l'avoir écouté, on peut convenir avec lui d'un modus vivendi et tomber sur un terrain d'accord, une solution qui est acceptable par les deux parties, par l'entreprise, par le client. Et le médiateur charge à lui, évidemment, d'avoir dialogué avec les deux parties pour trouver une solution qui ensuite est transmise. J'ai cette chance chez Deco d'avoir obtenu du président du directoire que les avis que j'émets seraient systématiquement suivis par l'entreprise. Donc personne ne me demande je n'ai aucune influence, aucune pression, et je suis suivi par l'entreprise. Il reste donc juste aux clients, aux consommateurs que j'ai rencontrés, d'être d'accord ou non sur l'avis que j'émets, mais derrière, je sais que ce sera suivi des faits par l'entreprise. Un autre intérêt, on a dit renouer le dialogue, mais il y a aussi conserver la confiance. Le client est venu vers le service, il l'a utilisé, il a confiance dans le service, il a rencontré un problème, ça a peut-être conduit à la défiance, voire à la méfiance. Et un autre intérêt, c'est de recréer la confiance avec le client, finalement, pour qu'il reste client. Et là, pour l'entreprise, c'est fondamental. Ça l'est peut-être moins pour le médiateur, sauf s'il est convaincu de l'intérêt du service finalement pour lequel il est médiateur. Et le monde, je suis convaincu que les systèmes de vélo en libre service, dans la ville, que ces systèmes de vélo en libre service sont quelque chose d'important pour le transport, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la notion de développement durable, et la médiation a été abordée chez Deco comme un concept de justice durable. La médiation chez Deco appartient au monde du développement durable. Elle fait partie du volet sociétal du développement durable. Et c'est ce développement durable dont je fais la promotion, tant du point de vue des solutions aux problèmes de consommation que pour le transport. Pour moi, les deux se mêlent. Un intérêt qui n'est peut-être pas neutre, notamment pour le consommateur, aussi pour l'entreprise, c'est la gratuité de la médiation. La médiation institutionnelle est gratuite. C'est un des impératifs que vous avez dans votre charte lorsque vous voulez adhérer soit au club des médiateurs des services au public, et surtout si vous voulez que votre charte de la médiation soit agréée par la commission de la médiation de la consommation qui est présidée par Eliane Zarine, que j'ai rencontrée à de multiples reprises. Et cette charte, j'ai pris un coup de poker, je l'ai présentée à la CMC et on verra si elle est agréée ou pas. Peut-être un des derniers intérêts d'avoir recours à la médiation dans le cadre d'un service public ou même au sein d'une entreprise, c'est normalement la rapidité de la solution. Nous nous sommes engagés chez Deco à fournir un avis en 2 mois en moyenne. Donc, par rapport si on prend la procédure judiciaire, au moment où où on dépose le dossier au greffe, le moment où le dossier est enrôlé et le moment où vous passez, il s'étale évidemment beaucoup plus que 2 mois. Et nous nous sommes engagés à partir du moment où il y a une saisine du médiateur, d'abord à fournir un accusé-réception en 48 heures, et puis à trouver une solution en 2 mois. En 2 mois, le problème doit être réglé. Voilà. Et bien évidemment, tout ça est couvert par la confidentialité, ce qui n'est pas négligeable comme intérêt. Et puis surtout, ça évite ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce que disait mon voisin Didier Chavernoz, c'est de pouvoir trouver une solution à un conflit ou à des conflits dans une parfaite discrétion, éviter la médiatisation. Alors, ça n'est pas forcément toujours le cas lorsque l'on médie avec des associations de consommateurs, parce qu'on ne peut finalement pas leur interdire de faire de la publicité autour de cette médiation, mais on a finalement, en tant que médiateur, tout intérêt à ce qu'une association de consommateurs fasse de la publicité pour votre système de médiation, surtout si c'est une publicité favorable. Mais, a priori, un des intérêts de la médiation, c'est sa confidentialité et sa discrétion. Alors c'est un pari qui n'est pas encore gagné, parce que la médiation chez Deco, elle a 1 an, elle quasiment jour pour jour, puisque j'ai été nommé le 1er octobre 2011. Jusqu'à présent, j'ai reçu
en une année à peu près 800 dossiers, ce qui laisse supposer que d'emblée, les utilisateurs de systèmes de vélo libre-service ont eu confiance dans la structure qui a été créée. Mon premier rapport sera publié en janvier ou février 2013, et puis une enquête de satisfaction dira dans le courant 2013 ou 2014 si finalement les pistes sur lesquelles nous nous sommes lancés pour ce système sont de bonnes pistes ou si elles sont encore améliorées. Ma conclusion, c'est que je pense qu'elles seront évidemment à améliorer. Merci. Sur l'aspect du contentieux, vous nous avez aussi démontré qu'on peut passer d'une culture du contentieux à une culture de la médiation. Ce qui me fait évidemment un enchaînement extrêmement facile vers vous, maître Bruno Berger-Perrin. Il est certaines activités humaines dont on parle beaucoup plus qu'on ne les pratique. Et la médiation, en tout cas la médiation telle que je l'entends, c'est-à-dire celle confiée à un tiers indépendant, soit par les parties, soit par un juge, faisait partie de ces activités où on était face plus à de la velléité que de la véritable volonté. Je pense qu'aujourd'hui, une page est un peu tournée dans la mesure où nous avons effectivement affaire à une volonté conjointe, d'abord du législateur, puisqu'on a eu toute une série de textes qui sont intervenus dans les 2 dernières années. Les seuls textes que nous avions en France, c'était la loi de 95 et le décret de 96 sur la médiation judiciaire, qui étaient très peu appliqués, et puis rien pendant 15 ans. Et puis tout d'un coup, en rafale, nous avons eu un décret sur la conciliation judiciaire. Nous avons eu un texte intégrant dans le droit français la directive européenne en matière de médiation. Nous avons eu un texte sur la procédure participative, qui est une procédure qui, à mon avis, sera un os à ronger jeté à la profession d'avocat, mais à mon avis peu utilisé. Et puis, il y a eu un décret qui est intervenu en janvier 2012 qui rendait donc applicable en France à la fois la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire, la procédure participative et la conciliation judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les praticiens, les avocats, les juristes d'entreprise ont à leur disposition une véritable boîte à outils qui leur permet, avant tout procès, de recourir, par exemple, à la procédure participative ou à la médiation conventionnelle et, lorsque le procès est déjà né, en cours d'instance, recourir éventuellement à la conciliation judiciaire ou à la médiation judiciaire. Donc, volonté évidente de notre législateur de donner un coup de pouce à cette médiation dont, encore une fois, on parlait beaucoup sans peu la pratiquer. À cette volonté du législateur s'ajoute celle du juge. Il se trouve que nous avons une évolution extrêmement favorable de la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, et ce, toutes chambres réunies, c'est-à-dire que la chambre commerciale, la première chambre civile, la chambre sociale se sont retrouvées pour donner toutes ses vertus et toute son efficacité à ce que nous appelons la clause de médiation, c'est-à-dire la clause que l'on introduit dans un contrat et dans laquelle on dit, en cas de litige, avant tout recours judiciaire, les parties s'obligent à recourir à une médiation conventionnelle. Et on a eu un arrêt premier qui a consacré la validité de ce type de clause en disant qu'elle suspendait le cours de la prescription, ce qui était, disons, tout à fait prétorien à l'époque, et disant que dès lors que cette clause était valide, c'est-à-dire qu'on n'était pas en présence d'une clause pathologique, mais d'une clause qui véritablement établissait l'obligation d'une médiation, eh bien, elle constituait une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que si une des parties signataires au contrat comprenant cette clause allait en justice sans faire jouer préalablement la clause, c'était une fin de non-recevoir. On lui disait « Monsieur, vous ne pouvez pas me poursuivre tant que vous n'avez pas joué la clause de médiation ». Donc ça, c'est un arrêt extrêmement important qui a été renforcé par d'autres arrêts par la suite, notamment un qui a déclaré que ce moyen tiré de l'existence d'une clause constituant une fin de non-recevoir pouvait être soulevé en tout état de cause, donc y compris pour la première fois en appel. Et nous avons plusieurs arrêts qui consacrent la validité de ces clauses dans les conflits entre associés, ce qui me paraît très important. C'est un des domaines, je pense, où nous pouvons développer ces activités. Et puis, tout récemment, un arrêt qui dit que cette clause, non seulement est valable entre les parties, mais qu'elle est également transmissible par voie de subrogation. Ce qui veut dire que, par exemple, un assureur qui a indemnisé son assuré et qui se trouve subrogé dans ses droits, alors qu'on sait que les compagnies d'assurance ne sont pas très favorables aux médiations parce qu'elles ont le temps et l'éternité pour elles, eh bien, les compagnies d'assurance, donc, par la voie de la subrogation, se verraient imposer l'applicabilité de ces clauses. Donc, volonté du législateur, volonté du juge et volonté des acteurs. Et là, j'en viens aux juristes d'entreprise, dont j'ai 2 honorables représentants à ma droite, et les avocats. Les avocats ont souvent été considérés, d'abord ils ont une mauvaise opinion de la part du public, hélas, et ils ont souvent été considérés comme des empêcheurs de tourner en rond pour la médiation, en disant effectivement vous défendez un précaré,
si je laisse les médiations se faire, je ne pourrai plus plaider, je ne serai plus gladiateur, etc. Bon. Je pense que tout ceci, qui n'est pas faux, est une interprétation complètement erronée de la mission de l'avocat. L'avocat, il est un stratège. Il est un stratège qui se voit confier les intérêts de son client et qui doit penser à tout pour servir les intérêts de son client, y compris la négociation, qu'elle soit directe, qu'elle se fasse par l'intermédiaire de la médiation ou sous d'autres voies, mais exclure a priori une telle solution, c'est-à-dire aller directement au procès, c'est d'une part manquer d'esprit de stratège et donc ne pas remplir la mission qui vous a été confiée, et d'autre part c'est manquer, et là ça devient déontologique, au devoir de conseil, puisqu'il est de notre devoir de proposer à notre client tout ce qui est possible pour l'aider à régler ses conflits. Alors que ce soit en amont, par l'introduction de clauses, dont on a vu que la jurisprudence lui est extrêmement favorable, ou que ce soit en aval, si le conflit est né et qu'il n'y a pas eu de clause, pour penser éventuellement à y recourir, en tout cas à le proposer à la partie adverse. Alors cette volonté des acteurs, elle s'est traduite par un certain nombre d'actes positifs, et notamment la signature de chartes, sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, et à l'initiative de l'Académie de la médiation. Il y a notamment une charte interentreprise qui a été signée en son temps, dont sont signataires aujourd'hui, je crois, toutes les sociétés du CAC 40 et d'autres. Il y a 76 signataires aujourd'hui. Et au terme de cette charte, les entreprises s'engagent notamment à introduire chaque fois que possible des clauses de médiation dans leur contrat, à faire de l'information à ce sujet, en interne et en externe, et donc, en fait, à tout faire pour développer ça. Les avocats aussi ont une charte qui a été signée par un très grand nombre de cabinets, dans lesquels ils s'engagent, mais j'allais dire que c'est répéter ce qui était déjà une obligation déontologique et professionnelle évidente, c'est à savoir proposer, en temps utile, aux clients de recourir à la médiation quand nécessaire. Donc je pense qu'il y a véritablement un espoir. Autant la médiation judiciaire, je crains, ne se développe pas assez et pas assez vite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'arrière-pensées à surmonter, d'habitudes à combattre, etc. En revanche, la médiation conventionnelle, c'est-à-dire celle résultant de clauses, là, à mon avis, elle va se développer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, nous introduisons, les juristes d'entreprise, les avocats, nous introduisons dans nos contrats des clauses de médiation. Par conséquent, nous semons pour l'avenir. Car quand le conflit naîtra demain, après-demain, dans 8 jours, dans un mois, dans un an, eh bien, à ce moment-là, la clause de médiation jouera. Autrement dit, nous avons aujourd'hui en germe, dans tous les contrats que nous signons ou auxquels nous collaborons, nous avons en germe des médiations qui viendront. Et c'est par la médiation conventionnelle, je pense, qu'on arrivera à ce qui est effectivement souhaitable. Souhaitable, pourquoi ? On l'a déjà dit. Encore une fois, je suis avocat, moi je suis là pour me battre pour mon client. Le fait de recourir à la médiation, ça n'est pas du tout une renonciation. Je ne mets pas les armes au vestiaire, simplement j'utilise d'autres armes. La médiation, c'est la poursuite d'un combat sous une autre forme, beaucoup plus civilisée, mais tout aussi efficace, beaucoup plus efficace, parce que le client se réapproprie son procès et que le rôle de l'avocat change de nature. Il est là notamment pour conseiller son client, puisque la médiation a cette particularité de ne pas toujours être contradictoire. Il peut y avoir des apartés avec le médiateur. Et donc, le rôle de l'avocat est peut-être encore plus important que dans le procès judiciaire, dans la mesure où il doit pouvoir conseiller son client à tout moment, qui peut demander une suspension de séance, demander des conseils, etc. Voilà. Donc, pour l'avocat, ce n'est absolument pas un capitus diminutio que de recourir à la médiation. Bien au contraire, c'est donner un sens entier à sa mission. Donc c'est ce à quoi nous œuvrons, et je pense que ça présente un intérêt dans de nombreux domaines. Alors vous avez compris que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les relations inter-entreprises, mais également les relations intra-entreprises. Les conflits entre associés, encore une fois, c'est un domaine dans lequel les modes amiables, je préfère mode amiable à mode alternatif, parce qu'alternatif, il y a aussi l'arbitrage qui n'a rien à voir avec le sujet. Et donc, mode amiable, pour les règlements inter-entreprises, pour les règlements intra-entreprises, ça concerne non seulement les conflits entre associés, mais également ce qui a été évoqué ce matin, les conflits du travail. Et que ce soit les conflits individuels, que ce soit les conflits collectifs. D'ailleurs, historiquement, les premières médiations qu'on a vues en France, c'était à l'inspiration de juges pour régler des conflits collectifs du travail. Donc, il n'y a pas de domaine, en réalité, dans lesquels la médiation ne mérite pas d'être au moins envisagée, même si ça n'est pas la panacée, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est un mode auquel on doit penser. Alors, nous avons dans mon cabinet un joyau qui s'appelle Isabelle Vaugon, qui est présente dans cette salle, et qui a fait en complicité avec l'American Arbitration Association une étude très intéressante dans laquelle on faisait une étude comparée, donc, pour voir l'usage fait de la médiation et de l'arbitrage, mais c'est la médiation qui m'intéresse, aux États-Unis et en France.
Et en fait, en France, bon, on le sait, c'est encore quelque chose qui restait trop velléitaire. Et on voit les réponses. Pourquoi n'avez-vous pas recouru à la médiation ? 34%, pas d'expérience de la société. 24%, pas de volonté du top management à convertir. Et puis après, on a des idées reçues qui montrent qu'il n'y a pas eu d'information, trop cher, ne connaît pas la médiation, trop compliqué, processus non défini, privé de la possibilité de faire appel, ce qui est une bêtise. Donc, mauvaise connaissance, 39%. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on ne recourt pas à la médiation en France ? C'est parce qu'on ne la connaît pas. Eh bien, c'est à nous qui sommes des pionniers dans cette matière, nous tous, juristes, avocats, magistrats et médiateurs, bien entendu, c'est à nous d'être les ambassadeurs de ce qui doit être un progrès. Nous servons à la fois la justice, l'intérêt général, la paix sociale, et je pense que c'est une belle mission. Je voulais dire qu'au niveau de la Fédération du bâtiment, il est extrêmement difficile de mettre en place une médiation. Ils ont été contactés. La commission de la médiation a été mise en place par la loi en juillet 2010 et le ministre de l'époque m'avait chargé de 2 missions. La première, c'était de mettre en place une charte des bonnes pratiques de la médiation. Et la deuxième mission était de développer la médiation dans tous les secteurs où elle n'existait pas. Bien entendu, le bâtiment faisait partie de ce secteur. Bon, inutile de vous dire que nous sommes toujours en négociation avec la fédération et que c'est très très compliqué. Donc je me réjouis que vous ayez mis en place chez SPI Batignolles une médiation. Mais je voudrais avoir quelques explications complémentaires. Vous êtes à la maison mère, SPI Batignolles. Vous avez des filiales. Est-ce que vous êtes médiateur du groupe ou est-ce que vous n'êtes médiateur que de la maison mère ? Quels sont les domaines vers lesquels vous vous tournez pour faire de la médiation ? Le dialogue social, la médiation au travail, c'est d'actualité dans toutes les grandes entreprises. La médiation sur les chantiers, la médiation B2B. J'aimerais, si vous le souhaitez, me donner quelques explications parce que je pense que c'est très important de savoir. Et quelle est votre marge de communication avec vos filiales ? Parce que comme ça, il me semble que la médiation ne soit pas d'actualité dans certaines de vos filiales. Voilà. Comme la médiation repose sur le secret et la confidentialité, on ne citera pas le dossier auquel vous pensez, mais je pense que vous pensez au même dossier, et en tout cas, vous allez pouvoir donner une réponse générale. Donc, je vais répondre à chacune de vos questions. Alors, effectivement, je suis à la maison mère. Donc, plus exactement, donc au siège du groupe SPI Batignolles. La deuxième question, vous voyez, j'y réponds de manière courte. La deuxième question, c'est est-ce que je suis médiateur ? Non. Alors, nous avons développé, nous sommes en train de signer au bout de 2 ans. Vous voyez, on met un peu de temps quand même. Effectivement, on est en train de signer la charte de la médiation en faveur de la charte de la médiation interentreprise dont parlait Bruno Berger-Perrin, donc en faveur, dans laquelle effectivement on s'engage chaque fois que nos intérêts sont en jeu et où on estime d'intérêt pour nous de mettre en œuvre la médiation. Donc voilà, je réponds à l'une de vos questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en réflexion favorable pour utiliser ce mode alternatif, mais pour autant, vous voyez, si on m'appelle, c'est sûrement un contentieux, excusez-moi. Voilà. Non, je rigole. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, on peut pas, il faut quand même comprendre aussi, on peut forcer personne à négocier ou à médier. C'est-à-dire que quand je dis personne, on a des partenaires avec lesquels on voudrait bien trouver des solutions amiables et qui ne veulent pas rentrer dans le processus de médiation. Et inversement, sans doute chez nous, je ne connais pas le dossier auquel vous faites allusion, effectivement on a des filiales, je vais répondre à la question des filiales aussi, mais je ne peux pas forcer, moi-même je n'ai pas l'autorité, et je pense que ça ne serait pas bon de forcer des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans une discussion. Soit ils ne sont pas prêts, soit ils sont pas en situation. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on essaye quand même, et là je réponds à votre deuxième ou troisième question qui était vis-à-vis de nos filiales.
Quand on a créé un groupe de travail pour travailler sur ce sujet, on a pris des juristes de toutes les filiales, à peu près. Alors bon, on a 160 implantations, donc on n'a pas un juriste par implantation, mais grosso modo, on avait un groupe de juristes d'une quinzaine de personnes qui ont été sensibilisés. Évidemment, comme dans toute personne, vous avez des gens qui sont plus facilement sensibilisables que d'autres, et ensuite qui sont plus sensibilisés que d'autres. Ensuite, vous en avez qui sont plus ou moins courageux, mais comme tout le monde, hein, c'est pas que ça c'est pas donné aux juristes d'être courageux. Hein. Toute personne peut être courageux, nos patrons aussi ils ont le droit d'être courageux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que c'est toujours facile de demander toujours aux mêmes d'être courageux. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, quand je réponds à votre question, c'est que tout ça, c'est du changement de comportement. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, aujourd'hui, vous avez tous un ordinateur. Vous savez qu'il est très simple de faire du copier-coller ou par les mails de faire comment faire suivre là. Hein. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus facile de faire passer le mauvais dossier ou la balle qui est un peu mouillée, hein, que de traiter le sujet soi-même. Tout ça pour vous dire que le réflexe médiation qu'on essaye d'instaurer et qu'on essaye d'instituer, c'est ce que je disais, la démarche est en cours. Je pensais moi-même que le gazon serait déjà apparu sur le terrain Spi-Batignolles, compte tenu de nos façons de travailler. Force est de constater quand même que on peut pas dire qu'il n'y a pas des freins. Ils sont pas que chez nous, ils sont aussi chez les partenaires. Ensuite, vous m'avez demandé la fédération du bâtiment. Alors il se trouve que bon, nous on est adhérents à plusieurs fédérations. Vous l'avez dit, c'est une belle maison. Donc on est adhérent à des fédérations qui ont développé les systèmes de médiation. Je prends par exemple la Fédération nationale des travaux publics, qui a un comité le comité de médiation et d'arbitrage des travaux publics de la FNTP, auquel on a eu l'occasion d'ailleurs de développer des séances de formation et d'information aux adhérents travaux publics. En matière de bâtiment, je ne sais pas pourquoi la Fédération du bâtiment, et pas Spi-Batignolles, n'a pas développé de charte. Parce que il y a bien d'autres acteurs que Spi-Batignolles dans le bâtiment, et bien plus puissants que Spi-Batignolles dans le bâtiment. Donc là, il faudrait poser la question à ces gens-là, qui sont bien plus puissants et qui ont bien plus d'intérêt, sans doute, à développer ce sujet-là. Donc ça, je ne sais pas y répondre. Ensuite, vous m'avez demandé dans quel domaine. Et effectivement, mon domaine d'intervention, le domaine d'intervention de la direction juridique du groupe, se situe dans le domaine que disait Maître Bruno Berger-Perrin, c'est-à-dire la médiation conventionnelle interentreprise. On va dire avec nos clients. Hein, on intègre dans certains de nos contrats des clauses très spécifiques. Quand on est dans des contrats très partenariales, ce qu'on appelle on développe 2 ou 3 marques, dont une qui s'appelle Concertance, dans lequel on met au point le projet avec le client en fonction de ses besoins, c'est du sur-mesure, hein, comme de la haute couture. Et donc à partir de là, on ne conçoit pas que le vêtement ne puisse pas aller au client. Donc tout au long du processus, on convient d'un système pour essayer, au fur et à mesure, quand il y a une difficulté, de la faire régler par un comité. Alors c'est pas par un médiateur, hein, ça nous arrive parfois de prendre un médiateur de projet, mais ça nous arrive là avec un comité de pilotage qui est extérieur au chantier et qui permet donc de dépassionner un certain nombre de choses et d'éviter l'escalade. Et donc je n'interviens pas dans le social, on a donc une DRH qui sûrement s'occupe du sujet, et dans le B2B, alors j'ai toujours du mal avec les termes anglo-saxons, disons qu'il nous semble qu'en ayant développé auprès des juristes qui nous l'avaient demandé la notion de négociation raisonnée, ça me semble répondre à votre question. Vous avez, maître, évoqué la jurisprudence relative à la clause de négociation et la fin de non-recevoir qui est à la disposition des parties en cause d'appel, j'imagine, jusque devant la Cour de cassation. Je voudrais aller un peu au-delà de la question et vous demander si, selon vous, cette fin de non-recevoir peut être soulevée d'office par le juge. Dans l'hypothèse où elle pourrait l'être, pensez-vous que ce soit de nature à nuire à la généralisation de la clause que vous évoquiez ? Ça voudrait dire que la clause serait considérée comme d'ordre public. Fin de non-recevoir, j'ai des souvenirs. Je suis à la retraite, comme vous l'avez compris. J'ai quelques souvenirs du régime de la fin de non-recevoir, qui n'est pas le régime de l'exception. Hein. Il me semble qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'elle soit d'ordre public pour être soulevée d'office, mais je peux me tromper. Bon. Moi, franchement, je ne suis pas de ceux qui sont favorables à la médiation forcée. Autrement dit, je pense que c'est la volonté des parties qui doit vraiment être déterminante pour que ça réussisse, hein, puisque tout ceci repose sur la confiance, la loyauté, etc. Donc, si on me donne le choix, je préfère que le moyen ne soit pas soulevé d'office par le juge, mais qu'en revanche,
conformément à la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure, la partie qui est signataire à un accord qui contient une telle clause puisse effectivement la soulever à tout moment, parce que c'est quand même l'esprit qui a présidé au moment de la négociation du contrat. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais je ne peux pas faire mieux pour le moment.